À la une de l'actualité ce soir, la jeunesse musulmane ouest-africaine décidée d'être acteur de sa propre histoire. Elle ouvre le débat sur l'extrémisme violent à Ouagadougou. C'est à la faveur d'un congrès de l'OJMAO, l'organisation de la jeunesse musulmane ouest-africaine. L'objectif étant de créer un front contre la montée des violences au nom de l'islam. Et puis, elle aussi veut être actrice de sa propre histoire. Hilda Paré est la plus jeune fille lauréate au baccalauréat, série D cette année au Burkina. À 18 ans, elle obtient son premier diplôme universitaire avec la mention très bien. Son portrait à suivre dans ce journal. L'ancien président de la FIFA, João Havelange, est mort mardi à Rio à l'âge de 100 ans. João Havelange a été président de la FIFA de 1974 à 1998 avant de passer le relais à Joseph Blatter. Le Brésilien a contribué à attribuer à son pays le mondial 2014 de football et les Jeux olympiques de 2016 avant. Il a été hospitalisé plusieurs fois ces dernières années pour des problèmes pulmonaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, le président du Faso est arrivé ce mardi à Malabo à la mi-journée pour une visite d'amitié et de travail. De 48 heures, Roch-Marc Christian Kaboré a été accueilli à son arrivée par son homologue guinéen Teodoro Obiang Nguema. Et avant de décoller pour Malabo, le président du Faso a reçu hier dans la soirée le PDG de Africa Finance Corporation et le président de la Chambre internationale du Burkina. Ils sont allés parler investissement avec Roch-Marc Christian Kaboré, mais aussi demander son soutien. Tanga Robert Kafando. Une délégation de Africa Finance Corporation chez le président Roch-Marc Christian Kaboré. Conduite par son PDG Andrew Ali, la délégation est venue exprimer sa disponibilité à accompagner le Burkina dans ses projets d'infrastructures routières et énergétiques. On essaie de faire des investissements dans une manière très pratique et aussi très vite. Et j'ai le sens que le gouvernement ici vraiment veut de faire des choses vite. Et ça, c'est beaucoup très aligné avec notre esprit aussi. Donc, on a trouvé beaucoup de points d'engagement. Après eux, c'est la jeune Chambre internationale qui est reçue par le président de la République. Son président mondial, Pascal Dink, est venu féliciter le président du Faso pour son élection et parler jeunesse. La jeune Chambre Burkina Faso a été impliquée dans beaucoup de projets qui vont de la santé, l'éducation, l'environnement et la paix. J'ai bien sûr fait l'ébauche de tout ça au président, mais je lui ai rassuré que la jeunesse du Burkina Faso est encore prête à faire encore plus pour son pays. Le président de la jeune Chambre internationale Burkina est candidat au poste de vice-président aux élections prochaines au Canada et Ouma Ouedraogo est venu demander conseil et bénédiction au président du Faso. Ce matin, le président de la Jeune Chambre internationale était chez le Premier ministre Paul Kaba Thieba. Il est allé solliciter également son soutien et en plus de lui, d'autres personnalités ont été reçues par le Premier ministre. Zalissa Sanfo nous fait le point de toutes ces audiences. Une délégation de Interpol chez le Premier ministre burkinabé. La criminalité ne connaît plus de frontières et elle est ici pour présenter à Paul Kaba Thieba un projet de création de données criminelles et d'information policière dans toute l'Afrique de l'Ouest. D'abord, ça va être un outil d'assistance au commandement. Donc la hiérarchie aura une vue d'ensemble sur tous les phénomènes criminels dans le pays, sur tous les suspects existants dans le pays, sur toutes les armes volées dans le pays, sur tous les passeports, les véhicules, les outils utilisés dans le cadre de la criminalité et pourra mieux organiser sa réponse à toutes ces formes de criminalité. Deuxièmement, les enquêteurs des services judiciaires en particulier auront également une vue d'ensemble instantanée sur toutes les données existantes dans les différents corps de police et finalement un policier de base, par exemple à l'aéroport ou à la frontière, il saura si la personne qui se trouve en face de lui est recherchée par un service de police au Burkina Faso ou dans un des autres 15 pays de l'Afrique de l'Ouest.
À la suite de la délégation d'Interpol, c'est le consul honoraire du Burkina Faso à Singapour qui a pris place aux côtés du Premier ministre. Pour lui, désormais le Burkina Faso est un pays stable dans lequel il faudra songer à investir. Maintenant, nous pouvons rassurer nos compatriotes que le Burkina est stable. Donc, ils peuvent venir investir dans le domaine de la construction, l'éducation, la santé et l'énergie. La jeunesse burkinabé est digne de confiance et il faudra tenir compte d'elle dans tous les projets de développement. C'est le message que le président de la Jeune Chambre internationale est venu livrer au Premier ministre burkinabé. Dans l'actualité ce soir, contre l'extrémisme violent et le terrorisme, les jeunes musulmans ouest-africains proposent l'éducation. Depuis ce matin à Ouagadougou, ils sont réunis pour le 8e congrès ordinaire de l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest au Gémao. La rencontre est couplée avec un colloque international sur le renforcement des capacités de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest. À l'occasion, ils vont proposer des recettes à même de contribuer au renforcement de la résilience des populations à l'extrémisme violent et tout son corollaire. Mounira Kéré. Non au terrorisme et à l'extrémisme violent. Principal message véhiculé par cette rencontre. Réunis à la faveur du colloque international sur le renforcement de capacités de la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, ces jeunes musulmans veulent trouver des issues pour barrer la route aux partisans du mal et de la barbarie. Ceux qui agissent contrairement aux textes religieux, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont une interprétation erronée du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le plus souvent, c'est pour des raisons occultes, ce ne sont pas pour des raisons religieuses, parce qu'il est connu de tout le monde, et des musulmans et des non-musulmans, qu'il n'appartient à personne de tuer des victimes innocentes pour des raisons qui sont inavouées. Le terrorisme n'est pas l'apanage d'une race, d'une ethnie, encore moins d'une religion, a souligné Sidiki Baba. Et cette jeunesse réunie autour de l'AJEMAO, l'Organisation de la jeunesse musulmane en Afrique de l'Ouest, entend agir urgemment pour contrer la montée du fléau. Aujourd'hui, massacrer des populations au nom de l'islam ne constitue pas du point du tout des actes religieux, mais des actes criminels. Il faut les traiter comme tels, les combattre comme tels. Et j'invite toute la jeunesse musulmane à se démarquer de ces voies de garage et de s'atteler à la pratique de leur vraie religion, qui est celle de la paix et de la concorde entre les nations et entre les êtres humains. Dans un contexte où l'islamisme radical gagne du terrain, la contribution de la jeunesse musulmane dans la prévention de l'extrémisme violent est fortement attendue. Une autre résilience nécessaire des populations, c'est bien celle contre les changements climatiques, surtout quand ils touchent les enjeux liés à l'eau et à l'énergie. Ce matin, un symposium international vient de s'ouvrir dans la capitale burkinabé. Les stratégies de meilleure gestion et de distribution des ressources en eau et en énergie sont attendues. Nong Bakouda, Abdourasmane Zongo. Le couple eau et énergie, c'est le casse-tête qui préoccupe ces experts civils et militaires. Les participants de ce symposium international ont 3 jours de réflexion pour accroître la sécurité énergétique et celle hydrique, c'est-à-dire dégager des pistes en vue d'un accès durable et équitable des ressources en eau et en énergie. C'est un cadre de réflexion, c'est une préoccupation planétaire pour regarder la liaison entre l'eau, l'énergie, sa vulnérabilité et la nécessaire protection donc de sa pérennité. Ce que l'on peut attendre aussi, c'est l'échange d'informations et de connaissances et le partage de ces connaissances en vue de voir dans quelle mesure on pourrait contribuer au développement de ce secteur. Les conclusions de la rencontre serviront de guide aux politiques en matière de développement des énergies renouvelables, mais également de maîtrise et de desserte en eau de qualité. Et puis, l'association des municipalités du Burkina reprend service depuis l'insurrection de 2014 et les délégations spéciales. Les activités de l'association étaient au ralenti. Ce mardi à Ouagadougou, les maires du Burkina annoncent un congrès pour les 19 et 20 août prochains. Mokhtar Ouedraogo, Ismaël Diloma Sirima.
Ils sont réunis ici pour faire renaître de nouveau l'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF. Face à la presse, une délégation des maires du Burkina Faso annonce la reprise des activités de l'AMBF. Les 19 et 20 août 2016 à Ouagadougou se tiendra le 6e congrès de l'Association des municipalités du Burkina Faso. Cette rencontre verra les élections des membres du bureau national et régional qui se feront soit par consensus, soit par vote. Les objectifs sont les suivants. Contribuer au renforcement de la décentralisation, accompagner les communes dans l'animation de la vie locale, favoriser la participation de tous les acteurs locaux au développement de communes. Ce 6e congrès verra la présentation du bilan moral et financier de l'ancien bureau de l'AMBF. Il connaîtra aussi la participation du ministère en charge de l'urbanisme pour échanger sur les questions du foncier. Le peuple burkinabé n'attend plus être gouverné comme par le passé. Donc nous sommes obligés de prendre cela en compte et de le mettre en œuvre. 26 millions de francs CFA sont mobilisés pour la réussite de ce 6e congrès de l'Association des municipalités du Burkina Faso. En politique, l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le travail, n'a reçu aucun franc CFA de Inoussa Kanazoé et le parti vient de porter un démenti ce matin au cours d'une conférence de presse. Un face aux journalistes qui a permis aussi de revenir sur les municipales de mai dernier et la mise en place des organes des exécutifs locaux dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou, Moukoun Dabiré. La mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou encore en question. Après la dissolution de son conseil municipal suite à une plainte du CDP, Issa Anatole Bonkungu revient sur les alliances faites par son parti avec le MPP. Lesquelles alliances qui, selon lui, seraient à l'origine de son bras de fer avec son ex-parti, le CDP. Il y a eu des accords et je crois que nous avons travaillé au niveau de la commune de Ouagadougou, au niveau des arrondissements 9 et 10, et au niveau également de l'arrondissement 4, cela devait aller également comme on l'avait convenu. Mais grande était notre surprise de voir que certains conseillers ont décidé de ramer à contre-courant. C'est ce comportement qui a amené l'arrondissement à vivre toujours sous délégation spéciale. Quant à la question de cumul des postes de maire et de députés à l'Assemblée nationale, Issa Anatole Bonkungu se veut clair. Vous savez, au niveau de l'ODT, nous admettons le cumul. Les premiers responsables de mon parti ont vu le travail que nous avons fait et la souffrance de la population et ont tout simplement demandé que dans le cadre de ces accords, si ce poste revenait à l'ODT, que je reparte pour terminer l'œuvre entamée. Cette conférence de presse a également permis au secrétaire provincial de l'ODT de justifier la gestion de 50 millions qui aurait été remis par un opérateur économique aux jeunes de l'arrondissement 4 pour se former en permis de conduire pendant sa gestion en 2014. De son côté, le MPP, la jeunesse du MPP, le mouvement du progrès pour le peuple, à l'occasion de ces universités d'hivernage, a échangé autour des thèmes tels que l'idéologie du parti, mais aussi les réformes politiques et constitutionnelles pour le parti. L'objectif est de pouvoir défendre les actions du parti, d'où la formation de ses militants. Moumouni Baro. Venus des 45 provinces du Burkina Faso, ils sont environ 300 élèves et étudiants à aller à l'école de formation du Parti du Soleil Levant, mouvement du peuple pour le progrès, MPP. Ces jeunes ont donc décidé de s'investir pleinement aux côtés de leurs aînés pour l'atteinte des objectifs du parti. Je pense que c'est l'une des premières fois qu'au Burkina Faso, on arrive à assister, à voir des jeunes qui se mobilisent derrière le programme d'un candidat, d'un président, et se réunir pour réfléchir, voir comment aider le président à décliner son programme. Cette rencontre a permis aux participants d'apprendre l'idéologie du parti et comprendre également la nécessité d'opérer des réformes au sein de l'armée, de la justice et de la Constitution. Il faut que le peuple soit au centre des préoccupations. D'où je leur ai démontré la nécessité de passer à une nouvelle république
qui prend en compte la participation citoyenne à la vie politique et à la vie économique. Et je leur ai donné également le contenu que nous avons sur le plan économique de la social-démocratie. Nous ne voulons pas un libéralisme sauvage. Nous avons invité donc les étudiants à s'approprier le contenu de ces différents documents pour en faire justement un usage à l'image justement de la Bible pour certains, à l'image du Coran pour d'autres. En rappel, l'université d'hivernage est une initiative du Bureau de la coordination nationale des élèves et étudiants du MPP. Elle s'est déroulée sous le thème « Gestion du pouvoir dans un contexte post-insurrectionnel ». Quelle contribution des élèves et étudiants à la réussite du quinquennat? Une caravane pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse. C'est le ministère de la Jeunesse, et de la Formation et de l'Insertion professionnelle qui l'organise dans plusieurs localités du pays. À Faran Gourma, dernière étape, les jeunes ont été surtout sensibilisés sur le civisme. On fait le point avec Lambert Souma. Après Zorgo et Koupela, Fadangourma est la dernière étape de cette caravane du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle. Une caravane qui entre dans le cadre des festivités marquant la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août. Éducation civique des jeunes, un instrument de prévention des violences, c'est le thème retenu cette année. Donc la communication a consisté essentiellement à interpeller cette jeunesse-là sur les actes d'incivisme qui sont causés ça et là. Une jeunesse qui doit contribuer au développement d'une nation, doit être une jeunesse responsable, une jeunesse civique, engagée et dynamique, qui connaît ses droits et ses devoirs, mais qui ne met pas l'accent seulement sur ses droits, mais qui doit également prendre en compte ses devoirs, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit contribuer pour le développement de sa localité et de sa nation. Principale cible de cette campagne, les jeunes ont répondu présents à cette commémoration qui leur a permis de renforcer leurs connaissances sur le civisme. Vraiment, nous tenons à les remercier pour cette activité parce que davantage ça nous a permis véritablement de renforcer nos compétences en matière de droits et devoirs citoyens. Parce qu'il faut reconnaître aussi que souvent les jeunes disent que bon, nous on ne savait pas que c'est comme ça qu'il fallait faire, voilà pourquoi on a mal agi. Mais nous disons qu'une simple conférence ne suffit pas. La question de la citoyenneté et du civisme est une question d'action concrète. Une animation grand public et un cross populaire étaient également au menu de cette commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. Je vous le disais en titre, âgée de 18 ans seulement, Hilda Paré est la plus jeune fille lauréate du baccalauréat série D au Burkina cette année. Elle a obtenu la mention très bien, un succès qu'elle entend saisir comme opportunité pour se projeter dans l'avenir. Ses rêves et ses ambitions après le bac dans ce portrait signé Moukounda Biré. Le visage souriant et l'aspect calme, cette jeune fille n'a visiblement rien d'imposant. Et pourtant, derrière cette silhouette réside un esprit de gagnant qui force l'admiration. Son nom, Hilda Paré. À 18 ans, elle a décroché le bac D cette année avec une moyenne de 17,75 sur 20, faisant d'elle la meilleure au baccalauréat de session 2016 au plan national. Loin d'être un hasard, cette performance est le fruit d'un effort fait d'études et de prières. Depuis que j'ai commencé ma terminale, je m'étais fixé pour objectif de réussir mon bac avec mention très bien. Donc j'ai beaucoup prié et j'ai étudié de manière régulière. Quand tu prends une leçon, tu ne comprends pas, tu cherches ou tu n'as pas compris, tu peux demander au professeur, il ne faut pas avoir honte. Il y a des gens qui se disent, si je ne veux pas demander, on va dire je ne vaux rien. Non, il faut partir demander. C'est le devoir du professeur de te montrer que tu ne comprends pas. Comme les jeunes de son âge, Hilda ne boude pas les sorties et les loisirs. Mieux, la bachelière assimile les études à un jeu. Sauf que dans ce jeu, Hilda s'amuse sérieusement et les parents sont là pour la soutenir. On a eu à faire un examen blanc en mai. Et à cet examen-là, je peux dire que je n'étais pas fière de mes résultats. Le jour là, j'étais vraiment découragée. Je me disais, bon, mention très bien, tu ne pourras plus y arriver. Je suis venue, j'ai expliqué à ma maman, elle m'a dit non, c'est un signe de Dieu. Il faut te remettre en cause, tu vois où tu n'as pas réussi. Tu pars, tu retravailles là-bas. Peut-être que c'est Dieu qui veut te montrer que tu n'es pas encore prête. Donc, il faut redoubler d'efforts. J'ai aussi expliqué à mon papa, il m'a assisté. Donc, je peux dire qu'ils m'ont vraiment appuyé. Sans eux, je ne serais pas arrivée à cela.
Deuxième d'une famille de 3 filles, la lauréate nourrit l'ambition de devenir ingénieure en pont et chaussée. Une option qui la conduira dans une école polytechnique, probablement à l'étranger, donc loin de ses parents. Mais la décision, Hilda l'assume pleinement. On ne rencontre pas beaucoup de filles dans ce genre de domaine-là. Moi, mon objectif, c'était de montrer vraiment que les filles sont capables de tout faire. Sauf que ce chemin n'est pas celui que ses parents avaient prévu. Le choix de son papa, c'était la médecine. Il est absent, mais il voulait la médecine. Bon, moi aussi, mon choix partait un peu vers là-bas, vers la médecine. Mais elle m'a dit qu'elle voulait vraiment continuer pour devenir ingénieure. Qu'à cela ne tienne, dans la famille Paré, c'est l'union sacrée autour de son futur ingénieur. Désormais, la sécurité des sites miniers au Burkina est confiée aux forces de l'ordre et de sécurité. Un atelier de l'Office national de sécurisation des sites miniers débuté ce matin doit aider à l'harmonisation des missions. On fait le point avec Yoran Lompo. Les forces de défense et de sécurité unissent leurs efforts pour la satisfaction dans le court terme des besoins de sécurisation des sites miniers en attente. Réunis dans cette salle, ils ont 48 heures pour faire un point de situation précis des sites miniers bénéficiant déjà de leurs services sur l'ensemble du territoire national et réfléchir sur une nouvelle organisation. Au jour d'aujourd'hui, les opérateurs miniers sur le terrain, quand ils ont des préoccupations en matière de sécurisation, ils traitent discrètement, soit avec la gendarmerie nationale, soit avec la police nationale. Il y a lieu que cette situation soit examinée pour effectivement ramener l'ONACIM dans ses rôles et rendre l'ONACIM opérationnel sur le terrain. Créé en 2013, l'Office national de sécurisation des sites miniers devra tendre vers une autonomie financière. Il est attendu de pied ferme à la 18e Assemblée générale des établissements publics de l'État en 2017. À présent que toutes les conditions sont réunies du point de vue organisationnel, nous avons commencé notre organisation dès maintenant pour répondre présent avec des résultats concrets, clairs. En vue de permettre à l'ONACIM d'amorcer son opérationnalisation effective, les conclusions de leurs travaux seront sur la table du président du Faso dès ce 1er septembre. À l'étranger, au Gabon, Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, défie Ali Bongo avec 2 renforts, conférant ainsi à la campagne présidentielle un tour nouveau. Le retrait de 2 poids lourds de l'opposition en faveur de Jean Ping apporte visiblement du soutien à ce dernier. Regardez. La campagne présidentielle a pris un tour nouveau mardi au Gabon avec l'annonce du retrait de 2 des principaux candidats d'opposition en faveur d'un 3e poids lourd, Jean Ping, pour défier le président sortant Ali Bongo au scrutin à un tour unique du 27 août prochain. Au terme d'une dernière nuit de négociation, Jean Ping, 73 ans, ex-président de la Commission de l'Union africaine, a obtenu le soutien de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guy Nzuba Ndama, et de l'ex-premier ministre Casimir Oyemba. Avec ce ralliement solide et certain, Jean Ping est désormais le candidat unique de l'opposition, proclame son entourage très confiant. De fait, si la commission électorale a validé au total 14 candidatures pour le scrutin à un tour du 27 août, les autres candidats n'ont pas le poids du président sortant ni de ses 3 principaux opposants. Le porte-parole du gouvernement gabonais, Alain-Claude Billy Baye Nzé, a qualifié sur Twitter ce ralliement de marchandage d'épicier qui n'a pour objet que la répartition des privilèges et fonctions. Cette alliance contre nature entre des candidats sans projet commun se fait aux dépens des Gabonais et présente un risque réel pour le Gabon, a-t-il dit dans un second tweet. En rappel, Jean Ping, comme Nzuba Ndama et Oye Mba sont tous d'anciens cadres du régime d'Omar Bongo, père et prédécesseur d'Ali Bongo, qui fut président pendant 41 ans, jusqu'à sa mort en 2009. Des commentaires signés Draman Ladjan sur les images de l'AFP. Puis Joao Avalanche est mort. L'ex-président de la FIFA est décédé ce mardi à l'âge de 100 ans dans un hôpital où il avait été admis. Jérémy Koulibaly.
João Havelange, l'ancien président de la Fédération internationale de football, est décédé ce mardi à l'âge de 100 ans. Hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes pulmonaires, l'homme qui a dirigé la FIFA d'une main de fer pendant un quart de siècle a tiré sa révérence dans sa ville natale de Rio, en plein Jeux olympiques. Ancien nageur et joueur de water-polo aux Jeux olympiques de Berlin en 1936 et d'Helsinki en 1952, il a eu le mérite d'avoir fait du football un langage universel, selon sa propre formule. Arrivé à la tête de la FIFA en 1974 à la faveur du congrès de Francfort, en remplacement de l'anglais Stanley Roos, il est le premier dirigeant non européen de la FIFA depuis sa création en 1904. Il quitte la tête de la FIFA en 1998, après avoir fait le tour du monde pour, dit-il, élargir les frontières du football. Son mandat est cependant marqué par des accusations de corruption dans un contexte d'explosion des droits télévisés. En 2011, il a 95 ans et démissionne du comité international olympique dont il était membre depuis 1963. Artisan de l'attribution des JO à sa ville natale Rio, il disparaît laissant l'image d'un grand artisan de l'universalité du sport. Une disparition qui n'estompe pas pour autant la controverse sur sa personnalité. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiennes ce mardi, revue de presse signée Issa Lankwande. Un 15 août présidentiel consacré à une visite sur les sites sinistrés suite aux inondations dans la capitale. Les parutions reviennent toutes sur la sortie terrain de Roch Marc Christian Kaboré sur les zones sinistrées. Roch au chevet des sinistrés, titre l'Observateur Palga. Le président est allé témoigner sa solidarité, sa compassion et le soutien de l'équipe gouvernementale à ces personnes et surtout montrer sa détermination à en finir avec les problèmes d'assainissement, écrit le journal. Il faut donc passer des paroles aux actes pour reléguer ses préoccupations au rang de mauvais souvenirs, rapporte l'Obs sur les propos du président du Faso. Tant que nous n'allons pas résoudre ces questions d'assainissement, nous serons toujours en train de courir après les événements, poursuit-il dans les colonnes du journal Le Quotidien. Pour ce faire, une plus grande coordination des projets de voirie est annoncée pour une meilleure exécution des infrastructures. Restent encore les problèmes vécus au quotidien par les sinistrés relogés dans des conditions spartiates dans les écoles. 4800 rien que dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou affichent les éditions Le Pays. Le président du Faso s'est déclaré en faveur de leur relogement avant la rentrée scolaire. Autre sujet à la une, l'axe Kongoussi-Dibo aura enfin son bitume. Le serpent de mer sort enfin de terre, pointe l'Observateur Palga. Le rêve est en marche, reconnaît le maire de la ville de Djibo. Longtemps attendu, le lancement des travaux de bitumage rassure désormais même les plus sceptiques et donne de l'espoir à ceux qui n'y croyaient plus. Dans 24 mois, ce en sera fini du calvaire des habitants, affiche aujourd'hui au Faso. Plus de 20 milliards sont consacrés aux travaux sur ce tronçon long de 96 km qui donnera aussi de l'emploi aux populations riveraines dans le cadre de la haute intensité de main-d'œuvre. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.